Bonjour à tous. Alors, vu les circonstances et le peu de fois où on arrive à se voir, je sais que certains étaient absents, donc déjà en quarantaine au moment donc de ces heures de cours. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais refaire une vidéo à partir du début du cours, de façon à ce que vous ayez tous la matière. Donc je vous rappelle que les extractions, donc les feuilles qui étaient complétées, sont déjà disponibles sur Smart School. Et donc je vais reprendre allez, vite fait le début pour pouvoir après faire des séquences de cours que vous n'auriez pas eu encore en classe. Alors, donc en réto, on va commencer donc les notions de chimie organique. Alors la chimie organique, c'est la chimie des êtres vivants, c'est-à-dire en gros de molécules qui sont composées à base de carbone. Donc ces molécules à base de carbone, elles sont organiques parce qu'on les trouve dans les êtres vivants. Donc c'est par exemple votre ADN, vos protéines, toutes vos molécules de peau, vos os, tout ça, c'est des molécules qui sont organiques. Alors, une molécule organique, comment est-ce qu'on la reconnaît? Eh bien, c'est un hydrocarbure. Un hydrocarbure, c'est des molécules qui sont composées en majorité de H et de C. Ça, c'est le point commun de toutes les molécules organiques. Donc, si vous regardez ici, je vous ai mis quelques exemples. Et donc, ce que vous voyez, c'est que même s'il y a des autres atomes que du C et du H, ce qui est présent en majorité, c'est du C et du H. Là, on n'a que du C et du H. Là, on a un petit peu d'oxygène, un N, du O. Mais en majorité, on a du C et du H. Alors, donc, ces molécules, elles vont pouvoir présenter une très grande variation. Elles sont petites, elles sont grandes, elles sont courtes, elles sont longues, elles ont des chaînes toutes bêtes ou des chaînes avec des ramifications. Mais leur point commun, c'est que on va toutes les trouver principalement pour les molécules qu'on utilise aujourd'hui, par exemple dans les plastiques, dans les polymères. On les trouve toutes dans le pétrole. Alors le pétrole, vous avez dû voir ça quelque part en géo. Le pétrole, il s'est formé à partir de masses de matière organique qui ont été à un moment donné de l'histoire ensevelies, soit sous des zones sous de la terre, soit sous de l'eau. Et donc le fait que ces arbres, ces forêts entières donc soient ensevelies, ça les met dans une situation où il y a une absence d'oxygène. Alors en temps normal, quand un arbre tombe dans la forêt, il se décompose, il est mangé par les petites bêtes, par les vers, par toutes ces choses-là, et donc il va se décomposer et retourner à la terre. À partir du moment où vous n'avez pas d'oxygène, tous ces petits organismes qui voudraient décomposer l'arbre ne peuvent pas être là parce que tous les organismes ont besoin d'oxygène pour vivre. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que ces arbres ne se sont pas décomposés et qu'au fil du temps, avec les glissements de terrain, eh bien, la couche donc de la forêt ensevelie s'est enfoncée donc dans les profondeurs de la terre, la température s'est vue augmenter, la pression aussi, et dans ces conditions-là, donc dans une condition de température, de pression et d'absence d'oxygène, les arbres ont été décomposés, mais ont formé du coup des composés différents de ce qu'ils forment d'habitude, c'est-à-dire de la terre. On a eu des composés gazeux, des composés solides, et décomposé liquide. Alors liquide, c'est le pétrole, solide, c'est le charbon de bois par exemple, et gazeux, c'est le méthane, le CH4, qui est la base du gaz de ville qui passe donc dans vos maisons. Alors ce pétrole, c'est à lui qu'on va s'intéresser ici. Il est composé donc d'un mélange d'hydrocarbures, d'accord, donc tout plein, mais seulement avec du H et du C. La plupart du pétrole qu'on utilise est utilisé pour l'énergie, et on en a une partie du coup qui est utilisée pour tout ce qui est synthèse de plastique, de polymères, de vêtements. Alors, ce que vous devez comprendre sur le pétrole, donc c'est déjà comment il s'est formé, et ensuite le raffinage du pétrole. Donc, étant donné que c'est un ensemble et un mélange d'hydrocarbures, et que tous ces hydrocarbures ne servent pas à la même chose, il va falloir les séparer. Donc le raffinage, c'est à ça que ça sert. Ça sert à faire la séparation des différents composants du pétrole. Donc voilà, là par exemple, donc on vous donne un certain nombre d'exemples de différents types de molécules qui sont présentes dans le pétrole. Et ce que vous constatez, donc en fait, quand on descend dans le tableau,
la longueur de la chaîne, donc ce sont des molécules de plus en plus grandes. Et qu'est-ce qu'on remarque? C'est que la température d'ébullition, elle augmente aussi. On peut donc émettre la conclusion que quand la molécule grandit, donc plus elle est grande, plus la température d'ébullition augmente. Ça veut dire que si je prends deux chaînes, par exemple une chaîne qui ressemble à ça, c'est le plus petit hydrocarbure qu'on peut trouver, et une chaîne qui ressemblerait à ça, eh bien la température d'ébullition de celle-là sera plus grande que la température d'ébullition de celle-là, car plus la chaîne est longue, plus la température d'ébullition est élevée. Et bien c'est sur ce principe qu'on va se baser pour pouvoir séparer les composants du pétrole. Donc ça, vous ne devez pas connaître. Pourquoi? Parce que ce pétrole, on va l'envoyer dans une distillerie. Donc une distillerie, c'est ce qui va permettre de traiter le pétrole brut pour en obtenir toutes des coupes différentes avec les différents composants qui le constituent. Comment ça marche? Alors on prend le pétrole, on le chauffe dans une chaudière et on l'envoie dans une tour de distillation. Dans cette tour de distillation, donc c'est une tour, d'accord, elle est composée de plusieurs étages. Plus je m'éloigne en hauteur, plus la température dans la tour est petite. Parce que si vous prenez un barbecue et que vous mettez votre main juste au-dessus de la source de feu, c'est très chaud. Et plus vous allez monter votre main, moins ce sera chaud. Donc forcément, plus vous vous éloignez de la source de chaleur, plus la température est basse dans la tour. Alors ce pétrole brut, qu'est-ce qui lui arrive? Eh bien, il va arriver à être chauffé par exemple à 400 degrés. À 400 degrés, un certain nombre de chaînes va se mettre à passer à l'état gazeux et donc va s'envoler dans cette tour de distillation. Alors la tour de distillation, ça, entre les différents étages, il y a un panneau à clapets. Donc en fait, les petits pointillés là, ça représente des clapets qui peuvent donc descendre ou monter et qui vont donc s'ouvrir sous la force du gaz. Ils vont se soulever un peu comme le couvercle d'une marmite quand vous avez de l'eau qui bout, et le gaz va passer dans la case du dessus. Ensuite, quand le gaz arrive dans une zone où sa température d'ébullition est plus élevée, donc admettons, je vais prendre un petit gaz, on va prendre un gaz A, d'accord, et sa température d'ébullition, on va déterminer qu'elle est égale à 200 degrés. Mon petit gaz fait quoi? Il va être chauffé, il arrive ici, il va donc s'envoler, il passe parce qu'il fait 400 degrés, donc à 400 degrés il est clairement gazeux, donc il pousse sur les petits clapets, il passe dans la première case, il pousse sur les petits clapets, il passe dans la deuxième case. Cette troisième case, il fait 230, il est toujours gazeux, il pousse, et puis il arrive dans cette case-ci, où la température baisse, et donc il va repasser à l'état liquide, et en fait il va au fur et à mesure remplir cette case avec du liquide, avec toutes les petites molécules qui auraient du coup donc sa taille, et ensuite ces composants-là sont récupérés et mis dans un autre petit baril, etc. etc. D'accord? Donc en fonction de la taille des chaînes, les molécules vont être séparées en utilisant donc leur taille et leur température d'ébullition. Les composés qui sont tous gazeux à plus de 400 degrés, comme ils arrivent ici à 400 degrés, ils sont toujours liquides, donc ils sont envoyés dans une deuxième tour de distillation. Et la différence entre les deux tours de distillation, c'est que c'est une tour sous vide. Alors, comment est-ce que ça marche la tour sous vide? Vous avez besoin de vous rappeler d'une chose qu'on a utilisée il y a longtemps, je pense que c'était en 4e, l'équation des gaz parfaits, PV égale nRT. Donc ça, c'est une équation qui est utile que pour les gaz. Cette équation dit que la pression et le volume d'un gaz dépendent d'une constante R, donc on s'en fiche, c'est juste un nombre qui est constant, de la température et du nombre de moles, donc de la quantité de gaz qu'il y a. Alors, si on prend un gaz B, dont la température d'ébullition est égale à, on va dire, 520 degrés Celsius. Ce gaz B, si je l'envoie dans la première tour, comme la température n'est que 400, il est toujours liquide, donc il va être envoyé dans la deuxième tour.
Qu'est-ce qui se passe dans cette deuxième tour? Bien, cette équation, elle va vous permettre de dire et de relier la température d'ébullition d'une substance à la pression. Est-ce que vous vous souvenez donc que quand on va en montagne, la température de l'eau bout, donc la température ici, donc l'eau, elle bout à 100 degrés, normalement ça vous le savez, et quand on va à la montagne, eh bien selon la hauteur, la température d'ébullition de l'eau, elle est par exemple à 90 degrés, donc elle est inférieure. Pourquoi? Parce que quand on monte en montagne, la pression diminue. Vu que si vous vous rappelez de votre cours de 4e, la pression atmosphérique, c'est lié à la colonne d'air que vous avez au-dessus de la tête, et plus vous montez, moins vous avez d'air au-dessus de la tête. Donc quand la pression diminue, la température d'ébullition diminue aussi. Pourquoi? Parce que si vous observez cette équation, eh bien quand P diminue, par relation mathématique, comme P et la température d'ébullition sont de part et d'autre, donc de l'égalité, la température d'ébullition va également diminuer, vu que la quantité de gaz ne peut pas diminuer, et la constante, elle ne peut pas diminuer non plus. Donc, c'est ce qui fait que la température d'ébullition est influencée par la pression du milieu. Donc, si on reprend notre gaz B, qui est ici, eh bien, dans la première tour, sa température d'ébullition était à 520. Mais dans la deuxième tour, comme la pression diminue, sa température d'ébullition va par exemple descendre à 350 degrés Celsius. Et là, quand il arrive ici, eh bien, il peut être séparé, alors que dans la première tour, il ne pouvait pas. Donc, le principe que vous devez comprendre, c'est qu'on a une tour de distillation normale, atmosphérique, et une tour sous vide, que la tour sous vide, elle va servir à séparer des constituants qu'on n'arrivait pas à séparer dans la première tour. Alors pourquoi on ne fait pas juste une seule tour qui soit sous vide? Parce que créer du vide, ça coûte de l'énergie. Donc vous ne créez pas du vide comme ça sans rien. Donc c'est plus intéressant de d'abord séparer tous les constituants qu'on peut et de n'envoyer que ceux qu'on ne peut pas séparer dans la tour sous vide, plutôt que de tout faire passer par une tour sous vide. Donc, ce que vous devez être capable de résumer et retenir dans sur cette partie de cours, c'est que le pétrole, donc les constituants du pétrole sont séparés en fonction de leur longueur et de leur température d'ébullition. Et que la différence entre la tour sous vide, entre les deux tours en gros. C'est-à-dire qu'on a une tour atmosphérique qui va séparer bêtement, on va dire, entre la température d'ébullition, et la deuxième tour sous vide, qui est sous vide pour pouvoir séparer des constituants qu'on ne pouvait pas séparer dans la première tour. Alors, les premiers types de molécules dont on va parler, c'est des alcanes. Alors, un alcane, c'est quoi? Donc, vous lirez les feuilles, mais je vous fais un résumé. Un alcane, c'est une molécule de C et de H, dans laquelle chaque C a 4 voisins. Il manque un 1 dans cette histoire-là. Chaque C a 4 voisins. Vous allez voir qu'après, quand on verra les alcènes, ce ne sera pas le cas. Donc, le plus simple dont on peut parler, c'est le méthane, que j'ai déjà écrit quelque part, c'est-à-dire du CH4. Si vous vous rappelez de votre cours de l'année passée, dans le CH4, on a un C qui a 4 hydrogènes et ça forme un tétraèdre. Toutes ces liaisons, c'est les liaisons qu'on a vues l'année passée également, c'est toutes des liaisons sigma. Donc par exemple, on a des C qui vont se mettre ensemble dans les chaînes de carbone, comme ça. Eh bien, le nom de ces liaisons, l'année passée, on a vu que c'était des liaisons covalentes, il me semble, et covalentes pures, ça s'appelle des liaisons sigma. Alors, on laisse tomber la représentation du nuage électronique parce que c'est pas primordial pour vous, et on passe ici. Donc, si on prend une molécule d'hydrocarbure qui contient 2 atomes de carbone, j'ai 2 atomes de carbone qui sont liés. Je sais que chaque atome de carbone qui est dans la colonne 4 doit faire 4 liaisons. Donc si ce carbone-là fait déjà une liaison avec son voisin carbone, il a encore besoin de 3 hydrogènes
pour pouvoir faire ces 4 liaisons. Donc chaque carbone doit faire l'octet, chaque carbone doit faire 4 liaisons dans tous les hydrocarbures. Donc je me retrouve avec une molécule que je peux écrire comme ça, et qui va donc être du C2H6. Parce que j'ai 2 carbones et 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 liaisons CH et une liaison CC. On peut donc définir les alcanes comme étant des hydrocarbures, donc composés de C et de H, saturés, donc ça veut dire 4 voisins, et acycliques, qui ne forment pas de cercle. Dans ces conditions-là, en fait, on peut établir la formule suivante, qui est que, quel que soit le nombre de carbones que vous ayez dans la chaîne, vous aurez toujours pour N carbones le double de H. Pourquoi? Parce que si vous regardez, chaque H va faire donc une liaison avec ses voisins C et va faire 2 liaisons avec des hydrogènes pour pouvoir faire ces 4 liaisons. Donc j'ai un carbone qui a 2 voisins C et 2 voisins H. Donc pour chaque carbone que je vais écrire, N, j'écris 2N de H. Mais comme chaque carbone doit faire 4 liaisons, celui de droite tout au bout, il lui en manque une. Et celui de gauche, il lui en manque une aussi. Et donc ça, c'est le plus 2. Donc quel que soit le nombre de carbone qu'il y a dans la molécule, admettons que j'en ai C32, vous allez pouvoir dire, sans devoir dessiner la molécule avec les 32 C, combien de H il y aura. Parce que chaque C va avoir 2 H, donc je vais en avoir 32 x 2, 64, et celui de droite et celui de gauche vont en avoir 2 en plus. Donc ça fera du C32H66. Alors les alcanes peuvent être de différents types. On a des alcanes linéaires qui vont donc former une petite ligne avec une tête et une queue. Et on a aussi des alcanes qui vont être ramifiées, c'est-à-dire que j'ai une tête et une queue, mais j'ai aussi sur cette chaîne des petites branches qui viennent se greffer à cette chaîne principale. Alors on peut dessiner et écrire des alcanes de 3 façons différentes. On a une formule qu'on appelle développée, une formule semi-développée et une formule brute. Alors, dans la formule développée, j'écris en fait toutes les liaisons que je sais qui sont dans la molécule. Dans la formule semi-développée, cette fois, je ne vais indiquer que les liaisons CC, c'est-à-dire que cette liaison-là, c'est cette liaison-là. Celle-ci, c'est celle-là. Celle-ci, c'est ça. Ça, c'est celle-là, et ainsi de suite. Donc les liaisons qui sont écrites, c'est les liaisons entre carbones. Et ce qu'on écrit juste à côté, donc ici, le H3, eh bien ça représente les hydrogènes qui sont déployés autour de ce H. Donc le H2 qui est ici, ça représente ces 2 hydrogènes-là, et ainsi de suite. Donc ça veut dire que vous devez bien comprendre que quand on écrit CH3, CH2, ça ne veut pas du tout dire C lié à un H, lié à un H, lié à un H, lié à un C, lié à un H, lié à un H. Ça, c'est pas possible, étant donné que vous savez que les H ne peuvent faire qu'une seule liaison. Donc là, on a bien 2 C qui sont liés ensemble, et puis à côté de chaque C, on met le nombre d'hydrogènes qui étaient déployés autour. Ça, c'est la formule semi-développée, c'est celle qu'on utilise en majorité parce qu'elle va plus vite à écrire et qu'en général, voilà, c'est facile et c'est assez représentatif. La troisième et dernière façon de représenter un hydrocarbure, c'est une formule brute qui ne tient compte que du nombre et du type d'atomes. Donc ça ne tient absolument pas compte de la forme de la molécule. Donc ça dit juste ce qu'il y a dedans. D'accord? Donc c'est 8H18, j'ai 8 carbones avec 18 hydrogènes. Alors, au niveau des exercices, donc donner le nombre d'hydrogènes ou de carbone qui constitue l'alcane suivant. Donc on vous dit que ce sont des alcanes. Donc si j'en ai 6, 6 x 2, 12, plus 2. Donc vu que la formule c'est CnH2n plus 2. Si j'en ai 6, ça veut dire que 6 c'est égal à 2n plus 2. Donc pour trouver n, je fais 6 moins 2 est égal à 2n. Donc ça fait 4 égale 2n, donc n est égal à 2.
25, 25 fois 2, 50 plus 2, 52. Et la même chose, 24 moins 2, 22, 22 divisé par 2, 11. Les molécules suivantes sont-elles des alcanes? Pour avoir des alcanes, vous devez respecter le CnH2n plus 2, donc 2 fois 2 plus 2, oui. Ça, non. Et ça, 3 fois 3 plus 2, oui. Donc voilà. Alors ça interrompt, donc ça c'était l'intro du cours. Je vais faire une deuxième vidéo avec juste la nomenclature des alcanes, comme ça au moins c'est par chapitre et par grand point important.